Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse vraiment passionnante de la stratégie chinoise. Bonjour. Oui, un document qui a particulièrement attiré notre attention. C'est ça. Il s'intitule Chine en 2026, gagner sans hausser la voix, et c'est tiré de la société observée sous la loupe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça décrit une approche complètement à contre-courant de ce qu'on imagine souvent. Exactement, on est loin de l'image de la superpuissance qui cherche la confrontation, le choc frontal. Le texte avance une idée beaucoup plus subtile, Une stratégie de patience, de contrôle. d'influence silencieuse. Voilà. C'est comme si la Chine jouait à un autre jeu, avec d'autres règles. Et la question qui va nous occuper, c'est justement de comprendre ces règles. On va essayer d'assembler les pièces du puzzle. Ensemble, oui, du contrôle des matières premières jusqu'à la diplomatie, pour voir un peu l'image globale. Alors, par quoi on commence? Eh bien, pour commencer, la toute première pièce, la fondation de tout l'édifice, c'est quelque chose de très concret, presque archaïque, je dirais, le contrôle matériel. C'est exactement ça, le point de départ. L'analyse insiste vraiment là-dessus. Avant toute chose, il y a la maîtrise des ressources critiques. Et là, on ne parle pas juste de posséder des mines. Non, il faut voir ça au sens très large. On pense tout de suite, bien sûr, aux terres rares, aux métaux stratégiques. Le nerf de la guerre technologique. Oui, mais ça va plus loin. Ça inclut surtout la capacité industrielle à les transformer. La Chine ne s'est pas contentée d'acheter des mines en Afrique ou en Amérique latine. Elle a surtout... Elle a surtout construit les usines, celles qui transforment ces minerais bruts en composants essentiels pour toute l'économie mondiale. Et quand on parle de ces composants, on parle de nos smartphones, des batteries de nos voitures électriques. De toute la transition énergétique, en fait. Sans ces métaux transformés, cette transition, elle ne se fait pas. Précisément. Et c'est là que l'analyste utilise une analogie que je trouve très parlante. Laquelle? Celle du robinet. Mais attention, la stratégie de Pékin n'est pas de menacer de fermer brutalement ce robinet. Non, ce serait trop visible. Un acte de guerre économique. Voilà, beaucoup trop visible, ça unirait tout le monde contre elle. Non, c'est plus fin. C'est une sorte de dissuasion économique alors. On ne montre pas le missile, on montre juste la main sur le bouton de commande de l'usine. C'est une excellente façon de le dire, absolument. La stratégie, c'est de rappeler calmement, de temps en temps, que le robinet existe. Et que c'est bien Pékin qui tient la poignée. C'est ça. On transforme une dépendance économique qui est un fait, de toute façon, en une variable stratégique. C'est une puissance qui n'a pas besoin de crier son nom pour être efficace. Elle est structurelle. D'accord. Donc, la base matérielle est sécurisée, le hardware est sous contrôle, mais ça, c'est presque une stratégie du 19e siècle. Comment est-ce que la Chine a fait le saut vers la technologie du 21e siècle, pour ne pas rester simplement l'atelier du monde? Alors ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et c'est là que l'objectif change, radicalement. Le but n'est plus seulement de produire moins cher, Mais de rendre toute alternative à la technologie chinoise, je cite, inconfortable. inconfortable. Oui, on parle des semi-conducteurs, des batteries, de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, des réseaux 5G. L'idée, c'est de s'insérer au cœur des chaînes de valeur. Exactement. Pour qu'il devienne plus compliqué et surtout plus coûteux de se passer de la Chine que de travailler avec elle. On passe de Made in China à Made with China, qu'on le veuille ou non. C'est tout à fait ça. Et le point que la source met en lumière et que je trouve fascinant, c'est l'ironie de la méthode. C'est-à-dire, Cette montée en gamme, ce n'est pas le fruit du hasard ou des seules forces du marché. Elle est, je cite encore, encadrée, orientée, parfois même brusquée par un État planificateur. et c'est là l'ironie, Oui, parce que ce pilotage étatique, qui est souvent critiqué par les économistes libéraux comme une source d'inefficacité, eh bien, il se révèle être une force redoutable dans cette compétition. mais est-ce que l'analyse mentionne les limites de ce modèle? Parce qu'on imagine que pour un champion comme Huawei, il doit y avoir des dizaines de projets qui échouent. C'est une critique très juste, oui. Des projets surdimensionnés qui coûtent une fortune. Ce système n'est-il pas aussi incroyablement gaspilleur? Si, il l'est, et le texte l'aborde. Ce système est gaspilleur selon les critères de la rentabilité à court terme. Mais Mais l'État chinois accepte ce gaspillage apparent. C'est vu comme le coût à payer pour la résilience et l'autonomie stratégique à long terme. C'est un calcul complètement différent. une faiblesse perçue qui devient un avantage stratégique. Exactement. La capacité à poursuivre un objectif sur des décennies, voilà l'avantage. Ce coût de la résilience dont vous parlez, ça met vraiment en lumière le rôle central de l'État. L'analyse dit qu'il n'est ni un dogme, ni un décor. C'est la formule exacte. Oui. Oui, il agit comme un amortisseur systémique. Un amortisseur systémique, c'est-à-dire
C'est un peu comme si l'État accepta de perdre une course de vitesse sur 100 mètres pour être certain de gagner le marathon. C'est une excellente image. L'État accepte qu'une entreprise publique, de semi-conducteurs par exemple, ne soit pas rentable pendant 10 ans. Si ça permet de sécuriser une technologie clé. Voilà, une technologie clé pour les 50 prochaines années. Le profit immédiat est sacrifié au profit de la stabilité future du système. Et il peut se le permettre parce qu'il n'y a pas de cycle électoral. Précisément, il n'a pas besoin de réinventer son récit à chaque turbulence, comme le dit joliment le texte. Et cette capacité à encaisser les chocs, j'imagine que ça lui donne une posture très différente sur la scène internationale. Ah oui, complètement. Si on n'est pas constamment en train de gérer des crises chez soi, on peut aborder le reste du monde avec plus de méthode. De méthode, oui. Et c'est là qu'on voit la différence fondamentale avec l'approche de Washington telle que décrite dans la source, en tout cas. D'un côté, on a une politique étrangère qui est perçue comme étant basée sur la contrainte. Les sanctions, les alliances militaires. La pression pour adopter certaines normes, certaines valeurs. Le fameux « vous devez être de notre côté car nous partageons les mêmes valeurs ». C'est ça. Et de l'autre côté, l'approche de Pékin est basée sur la proposition. D'arrangement. Oui. La Chine n'arrive pas en disant « soyez comme nous », elle arrive en disant « voici ce que nous pouvons faire pour vous ». Elle ne propose pas un modèle de société. Elle propose des financements, des infrastructures. Un accès à son marché, c'est beaucoup plus pragmatique. C'est un peu la stratégie de l'ami serviable, celui qui aide toujours à déménager, qui prête sa voiture. C'est une bonne analogie. Au bout d'un moment, il ne vous demande pas d'être d'accord avec lui, mais vous hésitez à 2 fois avant de le contredire. C'est une parfaite analogie, oui. Sauf qu'ici, la voiture qu'on vous prête, c'est un port en eau profonde, un réseau 5G ou le financement de votre transition énergétique. L'objectif n'est donc pas de créer un alignement idéologique. Non, ça c'est fragile. L'objectif est de tisser un réseau de dépendance fonctionnelle Un maillage patient, cumulatif. et qui se révèle souvent bien plus solide qu'une alliance fondée uniquement sur des déclarations de principe. Mais alors, cette logique de la patience, de la pression qui monte doucement, comment est-ce qu'elle s'applique au dossier le plus explosif de tous, Taïwan? On pourrait penser que ça s'arrête là. Oui, on pourrait s'attendre à ce que cette approche pragmatique s'efface devant une question aussi identitaire, aussi passionnelle. Eh bien, au contraire. C'est là qu'elle est appliquée de la manière la plus rigoureuse. Ah oui, La stratégie décrite par la source, ce n'est pas celle d'une invasion imminente. Ça serait trop coûteux, trop risqué. alors c'est quoi? C'est celle d'une pression constante et soigneusement calibrée. Concrètement? Des incursions aériennes quasi quotidiennes, des manœuvres navales, une pression diplomatique constante pour isoler Taipei. Le but n'est donc pas de gagner une bataille, mais de rendre l'adversaire épuisé rien qu'à l'idée de devoir se battre un jour. Précisément. Il s'agit de ne jamais franchir le seuil qui déclencherait une réaction militaire américaine automatique. Mais de maintenir la tension. Oui, de maintenir un niveau de tension qui oblige Taïwan et ses alliés à être constamment sur le qui-vive. On les force à calculer et à recalculer sans cesse le coût exorbitant d'une intervention. C'est ce que le texte appelle de l'ingénierie stratégique. C'est ça, pas de la retenue morale. C'est une guerre d'usure, psychologique et matérielle, qui se joue bien avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Alors, si on rassemble toutes les pièces de notre puzzle, on a le contrôle des ressources, une montée en gamme technologique qui est pilotée, un État qui agit comme un amortisseur. Une diplomatie des arrangements qui crée des dépendances. Quelle est l'image finale que tout cela compose? Quel est le but de cette immense manœuvre? Le but final, et c'est vraiment l'argument central de l'analyse, ce n'est pas de renverser frontalement l'ordre mondial. Ce n'est pas le modèle soviétique, un contre-modèle total. Non, pas du tout. L'objectif est infiniment plus subtil. Il s'agit de le désaxer. Désaxer, c'est un mot fort. Ça ne veut pas dire tout casser pour reconstruire, mais plutôt, Rendre le système actuel un peu bancal. oui, pour que tout penche naturellement vers la Chine. C'est exactement ça. Comment on fait ça? Il ne s'agit pas de dynamiter le FMI ou la Banque mondiale, mais de créer les BRICS ou la Banque asiatique d'investissement juste à côté, pour que les institutions historiques deviennent une option parmi d'autres. Et pour les alliances? Pareil, il ne s'agit pas de défaire les alliances existantes, mais de les rendre moins pertinentes. Comment? En proposant à certains de leurs membres des partenariats économiques plus lucratifs. Et à la longue? À la longue, cette stratégie change complètement le centre de gravité du monde, sans déclaration de guerre, sans confrontation idéologique majeure. Donc, si je résume, le but, ce n'est pas que tout le monde se mette à parler mandarin et à lire Confucius. Non, Le but, c'est que, lorsque vous voulez construire un pont,
acheter une batterie ou financer un projet, le premier numéro que vous songez à appeler soit un numéro chinois. C'est une hégémonie des faits, pas des idées. C'est la conclusion parfaite. Le texte parle d'une hégémonie sans tapage. Une hégémonie qui ne dit pas son nom, mais qui est fondée sur une réalité fonctionnelle, incontournable, et c'est précisément ce qui la rend si difficile à contrer. Pour conclure, j'aimerais reprendre la phrase finale de l'analyse, que je trouve saisissante. Pendant que d'autres débattent de principes, Pékin s'assure que le monde, bon gré mal gré, continue de fonctionner avec lui. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route. Si la forme de puissance la plus efficace au XXIe siècle est celle qui agit discrètement, en se rendant indispensable matériellement, Plutôt qu'en s'imposant par la force ou l'idéologie, cela pose une question fondamentale. Comment les modèles de puissance plus traditionnels, ceux qui sont fondés sur des alliances militaires et des valeurs partagées, comment peuvent-ils y répondre ? et quelle est la solidité réelle des principes face à un réseau mondial d'interdépendance pragmatique? C'est peut-être la question stratégique centrale de notre époque.